OK, on est parti pour la semaine. Vous avez le lundi. Moi, je suis pas tellement lundi, mais faut passer à travers. Une fois que... Ça déboule vite. C'est ça qui est complètement crazy. Les fins de semaine aussi déboulent très, très vite. Désolé pour tes Chargers, mon ami Jerry. Je sais que je vois que tu n'as pas ton chandail ce matin et je comprends pourquoi tu n'as pas ton chandail ce matin. Non, c'est l'humiliation. Ouais. C'est l'humiliation. Ouais. Ça n'a pas été un match extraordinaire, on va se le dire. Mais il n'y a pas eu de grand match. Peut-être celui d'hier soir entre Washington et Tampa Bay a été le meilleur, ouais, effectivement. Donc, gros week-end de NFL est fait. Il reste un match ce soir. OK, donc il y avait 6 parties totales. Il reste un match ce soir. Bon. Mr. White est salué également. Je le vois dans son... Les Commanders vont gagner le Super Bowl. C'est ça que j'ai gagé. Oui, bien, leur carrière est bien... c'est un gars intéressant. C'est pas un gros gars. C'est pas un gars... lui, c'est un jeune. Hein? C'est un jeune. C'est un rookie. Très intéressant comme joueur parce qu'il est gros comme rien. Oh, et ouais. le gars est très bon. Et puis, le gars est solide. Il n'a pas peur de rien. Là, il pogne Détroit la semaine prochaine. Ouais. Donc, ça va être un autre game. Mais regarde, c'est parti pour les playoffs, c'est fait. Les Eagles ont été chanceux parce que leur carrière a été assez moyen. Tu parles du tien, là, mais les Eagles ont quand même été assez chanceux parce que ça n'a pas été une grande prestation de leur carrière qui était de retour après 2 games d'absence, après un petit problème de coco, donc c'était cogné la tête. Et ils ont gagné. Donc, ça a été un match correct, mais sans plus. Je pense qu'effectivement, le meilleur match était celui de hier soir. OK. Bon, on passe ça comment pour Jeff Liberté aujourd'hui? My God. Beaucoup de choses au cours du week-end, c'est sûr. Je vais vous dire que on est dans le... non, on ne peut pas parler de redondance parce que c'est quand même un gros sujet. Là. C'est le sujet de l'heure, tout ce qui se passe avec le Canada. J'aime voir que ça provoque une certaine réaction. Ça montre qu'il y a encore un peu de vie quelque part. Donc ça, je vous dirais que c'est probablement ce que je retiens de ça de positif. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? J'en ai aucune espèce d'idée, mais on va vous dire, ben sincèrement, j'en ai pas d'idée où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais une chose est sûre, tout ce que je vous disais la semaine passée est en train de se réaliser. Qui était à Mar-a-Lago hier, oui, avant-hier? Kevin O'Leary, tiens. Jeff est incroyable. Jeff, on parle à la troisième. Non, c'est incroyable. Je vous dis, il y a à peu près 4 jours que Wayne Gretzky et Kevin O'Leary vont faire partie de toutes les négociations avec le Canada. Une journée plus tard, Trump dit « Ouais, je parlais de ça avec Wayne, puis Wayne, c'est mon buddy, he's a great one, puis on parlait du Canada. » Oh, tiens, Wayne est là. Et qui est là avant hier? Kevin. Ah, Jeff. Pour un cave, quand même pas pire. Pour un gars qui animait des concours de panache, quand même pas si mal. Et ça, ça amène quoi, là? Ça amène qu'il y a des gens... La première ministre de l'Alberta était là avec Kevin O'Leary et monsieur comment il s'appelle, le Jordan Peterson, c'est ça? Oui. Qui était avec eux autres, qui sont bien habillés. Lui, il est toujours très, très chic. Toujours très chic, toujours sur son 36, c'est extraordinaire. Regarde, on voit tellement de gens en pyjama tout croche que de voir des gens bien habillés, c'est toujours... ça look good. Ça look good. Il a l'air d'un aristocrate et c'est un gars brillant. Superbe podcast d'ailleurs avec Pierre Poilievre. Si ça vous tente d'écouter ce qu'il a fait avec Poilievre, peut-être pas centaines de millions de vues, mais pas loin, total de ce podcast-là, où, on va le dire, Pierre Poilievre a surpris beaucoup. On avait hâte que Pierre Poilievre fasse ce genre de patente-là. Donc, si jamais vous n'avez pas encore le temps de l'écouter, vous allez peut-être apprendre à mieux connaître Poilievre, de où il part. Une chose est sûre, on s'aperçoit d'une chose. C'est que Poilievre est peut-être un politicien de carrière, mais il y a des livres qu'il a lus pour vrai, lui. Là. Il n'a pas lu des livres poches comme François Legault. Il a lu des livres économiques, des patentes, des choses qui vont lui servir lorsqu'il sera premier ministre du Canada. Bon, parlant du Canada, et toutes les histoires alentour de Trump, je suis content de voir qu'on a maintenant des nouveaux capitaines Canada, incluant des gens qui sont de l'armée souverainiste québécoise, qui, comme tout, ça c'est un peu bizarre à suivre, là, mais
on dirait que devant les Américains, on dirait qu'on forme une équipe, les fédéralistes et les indépendantistes. On dirait qu'il y a juste une équipe maintenant. C'est tous contre l'ennemi. L'ennemi qui veut envahir. Calmez-vous une air, là. Calmez-vous une air. On n'est probablement pas au point de se faire envahir puis de se faire attaquer. Il y en a qui capotent bien raide. Il va nous envahir. Non. On est dans la game. Là. On est dans une game, puis on est part of it. Pour une des rares fois, le Canada il semble y avoir un peu de vie au Canada. OK? Peut-être que ça fait paniquer un peu le monde, mais moi, je vois ça positivement, ce qui se passe. Quel est le but derrière? On ne le sait pas, quel est le but derrière ça. Il y a toute la boîte d'un côté comme de l'autre. Je vais vous donner des exemples. Bon, Trump parle, on n'a pas besoin de leur char. Là, il a rajouté en fin de semaine, on n'a pas besoin de leur pétrole, on n'a pas besoin de leur gaz, on n'a pas besoin de leur énergie, on n'a rien besoin d'eux autres. Là, quand on tombe là-dedans, ça commence à être un peu fou. Là. Non, moi, je pense pas que si Trump pense ça pour vrai, notre homme est mêlé un peu. Là. 50% des importations de pétrole aux États-Unis viennent du Canada. Le gaz, grosse partie, grosse. Lui-même veut s'assurer d'avoir un tuyau direct avec le Canada, avec le pipeline de XL, je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, ce qui avait été arrêté par Biden le jour 1 que Biden a été élu, lui, il tient et il veut repartir ce projet-là la première journée où il redevient président. Donc, j'imagine que pour lui, il y a un bout de cette sécurité, je dirais, énergétique qui est bien importante pour lui. Donc, beaucoup de bullshit, d'un bord comme de l'autre. Mais on ne connaît pas la vraie histoire là-dedans. C'est juste ça. On se fait utiliser un peu. Il y a quelque chose derrière ça qu'on ne saisit pas. Donc, laissons aller le temps. Le 20 janvier s'en vient. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec tout ça, mais j'ai comme l'impression qu'on se fait un peu manipuler, puis là, on est comme on est en train de s'entre-déchirer pour quelque chose qui probablement n'arrivera pas, OK? J'ai aimé ce que Kevin O'Leary a écrit au cours du week-end. Lui, il a dit, écoutez, je pense qu'à la base, et c'est probablement vers quelque chose de, tu sais, on ne sera pas un État. On ne sera pas un État. C'est drôle d'en parler. C'est drôle d'en rêver pour les gens qui le souhaitent. Ça fait capoter ceux qui ne le souhaitent pas. C'est bien beau d'en parler, ça met un peu de couleur dans nos vies. Mais la réalité, c'est que ça arrive probablement pas. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est ça qui est motivant. Il y a des opportunités qui s'en viennent. Ce qui est motivant, c'est de savoir vers où on s'en va et quel est le but de Trump derrière ça. Et c'est quoi qu'il veut au juste? Ben moi, je pense que Kevin O'Leary, qui était là en fin de semaine, je ne vous dis pas que Kevin O'Leary est dans toutes les réunions avec Trump, mais j'ai l'impression que sur le Canada, Kevin O'Leary, qui est omniprésent sur les médias, il met toujours ses photos de lui en train d'être interviewé soit par CNN, NBC, Fox. Il est toujours installé chez eux avec son genre de studio et il est toujours en pyjama. Il a toujours son bas de pyjama. Et pourtant, c'est ça, oui, le bas du pyjama, parce que Kevin O'Leary, un peu comme Jordan Peterson, est quelqu'un qui s'habille très, très bien. Mais quand il est à la maison, il est comme tout le monde, donc il aime ça être en mou. Mais ça paraît pas à TV parce que on voit que le haut du corps. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que Kevin O'Leary, probablement, échange quelques textos à l'occasion avec Trump, sans nécessairement qu'il soit hyper proche. C'est-à-dire qu'il soit dans la garde rapprochée de Trump au point d'être à Mar-a-Lago toutes les fins de semaine, je pense pas. Mais je pense que pour les questions canadiennes, quand Trump a quelque chose qu'il veut avoir du Canada, où il y a un questionnement sur le Canada, je pense que sa personne ressource, c'est Kevin O'Leary. Parce que Kevin O'Leary est un des gars les plus connus, autant au Canada. Même, je pense qu'il est plus connu maintenant aux États qu'au Canada. Même si c'est un gars de Montréal à la base qui a fait pas mal toute sa carrière d'homme d'affaires dans le coin de Boston. Installé maintenant du côté de Miami, mais le gars se promène un peu partout sur la boule, mais surtout à travers le continent nord-américain. Méga projet actuellement, je pense que c'est 70 milliards dans lequel il est impliqué pour un méga développement dans le coin de l'Alberta, je pense. Donc, oui. tu sais, le gars, il est impliqué dans toutes sortes d'affaires. Mais j'ai aimé son je dirais, son côté plus modéré, parce qu'à un moment donné, il faut calmer les affaires un peu. Lui, il dit, regarde, première chose qu'on règle, c'est la monnaie. OK? La monnaie, il faut régler ça. La monnaie, le dollar canadien pour l'économie en général, on sait que c'est une monnaie secondaire. Donc, c'est une monnaie qu'il faut oublier.
il faut avoir un dollar américain. OK, donc ça, c'est son premier point. Dollar américain. Ça, je pense que Trump y tient parce que on ne le sait pas, là, mais il y a de plus en plus de pays anti-américains, comme genre la Russie, qui essaient de faire les échanges avec une autre devise que la devise américaine. Donc, si c'est le cas, ils vont probablement... Ben, pour l'instant, le dollar est très fort. Sauf qu'il est peut-être dans une genre de bulle, le dollar américain. Il est peut-être surévalué par rapport à sa vraie valeur. Donc, quelle est sa vraie valeur? Probablement plus basse que ça. Et s'ils perdent des amis pour faire des transactions, ben, veut pas, le dollar américain risque de perdre en force si beaucoup de pays décident entre eux de faire des échanges avec une autre monnaie que la monnaie américaine. Donc, il y a un genre il y a un genre de problème là. Et pour contrer ça, eh bien, peut-être que Trump va vouloir s'allier des pays où on va vouloir prendre de ces pays, un peu comme l'euro est devenu pour l'Europe, pour plusieurs pays européens. Donc, le dollar américain pourrait devenir le dollar du Canada, le dollar des États-Unis, bien sûr. Who knows? Peut-être le dollar de plusieurs endroits dans les Caraïbes. Même chose pour le Mexique. Peut-être l'Amérique centrale aussi, qui cherche une devise pas pire et qui se garoche, entre autres, avec certains pays se garochent dans le Bitcoin pour ces raisons-là. Peut-être que c'est ce qu'il veut. Peut-être qu'il veut s'assurer qu'il a une équipe qui va être pro-dollar US en tout temps. OK? Donc, les monnaies secondaires risquent d'être... il risque d'y avoir de gros changements à ce niveau-là. Donc, le dollar canadien, goodbye. Kevin O'Leary rajoute en disant plus de frontières. Donc, plus de frontières. Exactement comme on a parlé pour l'Europe. Donc, plus de frontières, ni entre les provinces en passant, encore moins avec les États-Unis. Donc, plus de tarifs, plus de frontières. Mais ça, c'est hot, là. Et plus de deal de libre-échange. OK? Donc, on fait des choses, puis on est ensemble. Il n'y a plus d'histoire. Parce que ce qu'on a réalisé, tu sais, encore une fois, il y a, 30 ans, 35 ans, c'était Mulroney qui était au pouvoir. Peut-être que vous n'en souvenez pas de ça. Mais moi, je m'en souviens comme c'était hier. Parce qu'il y avait deux équipes, encore une fois. OK? On réussit toujours à faire ça. Les bons et les méchants. Et à ce moment-là, c'était le libre-échange. C'est bizarre pareil parce qu'au Québec, je le dis souvent, un des capitaines libre-échange, c'était Bernard Landry. Ouais. Et ceux qui faisaient peur sur le libre-échange, c'était les libéraux. Donc, c'était les libéraux qui habituellement devraient être pro-libre-échange. C'est eux qui faisaient peur aux Québécois et aux Canadiens en disant si jamais il y a des ententes de libre-échange, puis qu'on ouvre les frontières, etc., notre taux de chômage va doubler, on va perdre tous nos jobs, les Américains vont partir avec le business comme les patentes de char, etc., etc. Donc, il y avait vraiment... c'était... Souvenez-vous de ça, là. On a eu des bonnes années, les années 80 puis les années 90, là, même 70 aussi. Mais sauf qu'il y avait des périodes de stress qui nous étaient... de l'anxiété. J'appelle ça de l'anxiété à TV, qui est un genre de culture d'anxiété pour faire peur au monde. Ça a toujours bien marché, ça. L'émotion de faire peur, ça a toujours été garant de succès. Et on pensait, à ce moment-là, moi, j'étais jeune, mais je faisais partie de ceux qui étaient pour le libre-échange. Surprise. Mon père était pour ça aussi. Mon père était un péquiste, mais mon père était pour le libre-échange. Puis je vous dis pas que c'était à coup de poing sur la gueule comme le oui et le non en 1980, là. Mais il y avait quand même, je me rappelle qu'à l'école, dans les cours, il y avait des discussions là-dessus. Puis c'était assez tranché. Il n'y a pas personne qui était dans le milieu. Les gens étaient, soit que les gens avaient bien peur ou les gens voyaient des opportunités. Donc, si je me rappelle ces débats-là que nous avions et que je regarde où sont les gens qui étaient pour au secondaire versus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, je vous dirais que très tôt dans notre vie, on est ce qu'on est. On est soit des anxieux, soit des peureux, ou soit des fonceurs. Et ça arrive très, 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 très tôt, ça. Il n'y a peut-être pas grand-chose qu'on peut faire, c'est peut-être dans nous. Moi, je pense que ce dossier-là nous montre ça également. Moi, tu sais, j'ai vu Mathieu Bock-Côté qu'on aura cette semaine avec nous autres. Comme nous ridiculiser la droite pirate en disant, tu sais, comme si on était une gang d'idiots qui ne comprenaient rien.
Moi, je pense que la droite pirate sont à l'image de ce que nous, on est, notre équipe qui est sur Radio Pirate. Je ne connais pas tous les pirates personnellement, mais la raison, je pense que le point en commun qu'on a, le plus gros, à part la liberté, c'est probablement le fait qu'on a peur de rien. Et ça dérange beaucoup, 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 beaucoup de monde. Moi, j'ai pas peur. Moi, je vois il arrivera ce qui arrivera, en passant. OK? Moi, dans une histoire ou un autre, le statu quo ou encore un entre-deux ou complètement on s'en va comme 51e État, personnellement, ça me crisse rien. OK? Moi, je veux une chose dans ma vie. Je veux améliorer ma situation. Je veux pas que ma situation empire. Je veux être plus libre. Je veux que mes enfants soient plus libres. Je veux qu'ils soient plus riches. Je veux que collectivement, on soit plus riches. Puis l'étiquette qu'on aura et le drapeau qu'on aura, vous me le direz. Vous me direz, vous ferez une proposition. Le statu quo, ça veut dire de plus en plus de pauvreté, de moins en moins de liberté, etc., etc. Si vous me dites que les choses qui, semble-t-il, ça ne se font pas, semble-t-il que c'est vers là où on peut tendre vers plus de liberté et plus s'épanouir, aller au maximum de nos capacités, etc., etc. Moi, ce ne sera pas une question de drapeau. Moi, c'est une question... Et je pense que les pirates sont comme je suis. On se connaît pas tous, là. Mais je pense que le point en commun entre les pirates de droite, c'est justement cette confiance d'améliorer les choses. L'autre chose, c'est que je sais que les pirates détestent avoir quelque chose et voir cette chose-là diminuer de jour en jour. Ça les écœure au plus haut point. Ils n'aiment pas la médiocrité, ils aiment le succès. Et ça, c'est des qualités incroyables. Ça fait faire des boutons à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais sérieusement, s'il y avait plus de pirates à travers le Québec, les pirates qui sont ridiculisés par les intellectuels, par les médias, c'est comme si on était une sous-race. Regarde, moi, j'en suis très fier de cette gang-là parce que c'est la gang qui a le plus confiance. Ils ont confiance en eux. D'une certaine mesure, ils ont confiance en la société dans laquelle ils sont. Ils savent qu'on est dirigé par des étrons. Ils savent qu'on est dirigé par des cabochons. Et ils savent qu'on a un meilleur potentiel. Ils ont beaucoup de peine de voir que leurs meilleurs amis ou leurs frères ou leurs parents ont été complètement brainwashés à accepter la médiocrité. Mais ils ont encore de l'espoir. OK? Ils ont encore de l'espoir. Et d'ailleurs, ça me dérange toujours de lire ou de me faire dire que les pirates sont toujours en train de chialer, ils n'ont jamais de solution. On ne fait que ça, trouver des solutions en passant. Ça en est une, c'est une solution. Ça en est une solution. Le statu quo, c'est non. On est ouvert, nous. On est ouvert à... Ultimement, si pour grandir et pour réussir et pour gagner, il faut être le 51e État, so be it. OK? Puis, ouais, mais notre culture, notre ci, notre ça... C'est ça. Le temps va nous montrer si notre culture mérite de survivre. OK? Moi, je ne suis pas capitaine culture. Moi, je suis capitaine opportunité et succès. Il faut juste trouver la place, le contexte et la manière pour qu'on soit capable d'exploiter pas juste les ressources qu'il y a dans le sol, les ressources que nous avons comme peuple. C'est juste ça, patente. Parce que là, dans le carcan canadien, woke, DEI, de pleurnichard à la Justin Trudeau, on a 9 ans qui nous a fait reculer comme ça se peut pas. Là. On est devenu une risée comme jamais. Là. Donc, une fois rendu là, on veut juste améliorer notre sort. Moi, je sais une chose, le statu quo, c'est non. Le statu quo, on le sait, à chaque jour, on est de plus en plus pauvre. À chaque jour, on est de plus en plus un esclave du modèle. À chaque jour, on a de moins en moins de liberté. À chaque jour, on veut de plus en plus nous censurer. OK? Moi, pour moi, le statu quo, c'est no fucking way. Entre le statu quo et le 51e État, il y a une distance d'à peu près 250 000 linéaires. Donc, on peut s'amuser à l'intérieur de ça. Allez où vous voulez, trouvez votre place, allez où vous voulez là-dedans. Mais une chose est sûre, dollar canadien, il n'y a pas d'avenir avec le dollar canadien. La frontière, oubliez ça. Problématique. Frontière, problématique. Enlevez tout ça. Plus de libre-échange. Qu'on a appris après avoir pris pour le libre-échange. C'est là-dessus que je m'en allais tantôt. C'est que on s'est aperçu, il y a quoi, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, que finalement, le libre-échange, c'était pas tout du libre-échange. Ben non, c'est un demi-libre-échange. C'est
des échanges commerciaux qui sont gérés par des livres énormes de règles, C'est ça. puis D'exceptions, un break puis- pour tel milieu. Ben oui, un Ah oui. break pour le milieu La là. bière, le lait, Ah, les tout est affaires, ça finit plus. Là. Ça finit On a l'impression que le libre-échange, finalement, c'était des règles pour protéger des groupes bien organisés. OK? Nous, on veut les pirates, la droite pirate qui est décrite comme une gang de tout croche. La droite pirate sait que si on veut être libre dans nos décisions, ça prend le moins de règles possible, incluant le libre-échange. Enlevez tout ça. Fini. Je pense que Kevin O'Leary a raison là-dessus. Ensuite, un des points, c'est, parce que je ne sais pas tous les points devant moi, là, mais j'y vais par cœur. Un des points, c'est un passeport, un unipasseport. Ah oui. Ça veut dire quoi, ça? Unipasseport. Unipasseport, ça veut dire un passeport qui est le même pour les Américains, pour les Canadiens. Puis si les Mexicains veulent se joindre à nous, tant mieux, mais là, pas avec la présidente qu'ils ont là, qui est une gauchiste enragée, une socialiste communiste pure. Peut-être dans un futur assez proche, par contre, ça risque d'arriver. Je pense que les Mexicains eux-mêmes seraient les premiers à vouloir sauter dedans. Mais donc, c'est excitant. C'est ça qu'il faut retenir. C'est excitant. Il y a beaucoup de bullshit. Trump raconte beaucoup de bullshit. Beaucoup de bullshit. L'histoire, on n'a pas besoin de leur pétrole, on n'a pas besoin de leur gaz. Ça, c'est de la bullshit. OK? Mais c'est la manière de fonctionner de Trump et habituellement, ça lui sert bien. Il va s'amuser avec quelques affaires, il va rôder alentour de quelques patentes, puis il va aboutir à quelque chose qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Personne ne le sait vraiment. Peut-être ses proches le savent, mais nous, on ne le sait pas. Mais une chose est sûre. On va redéfinir quelque chose pour vrai, là. Et je vais vous annoncer de quoi, là. J'y crois tellement. Puis je vous dis pas que je crois qu'on va finir 51e État, mais je crois que peu importe comment ça va finir, ce sera une amélioration de 100% pour nous. OK? Et là, on aura encore plus la chance de s'épanouir. Parce que le but, c'est ça. C'est de se sortir du carcan de la machine socialiste qu'on s'est bâti au Canada et au Québec, puis même en Ontario, dans d'autres provinces canadiennes. Se sortir de là, et à partir de là, on est tellement libre, on a tellement d'opportunités avec les nouveaux deals. Oui, il y aura des challenges, mais qu'en bout de ligne, on va sortir de là tellement libre qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut un peu. Et que nos enfants vont pouvoir faire ce qu'ils veulent dans le futur. Donc, ça peut être quelque chose qui a un impact sur les 50 et 75 prochaines années pour le Québec et le Canada. Donc, c'est pas petit, ça, là. Donc, je vois beaucoup de gens, les mêmes qui avaient peur pendant la COVID d'une hostie de grippe, c'est ceux qui paniquent. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Je viens de vous le dire. C'est ça. On avait ça il y a des gens qui ont ça en dedans d'eux. Mm-hmm. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout. Ils voient. Après ça, ils disent que c'est nous qui sommes négatifs. Ils ont peur de tout, ces gens-là. Alors que c'est marqué gros de même, ça flash comme ça n'a jamais flashé. Opportunité à venir. Donc, jusqu'où ça peut aller? Au moins, ça nous amène à débattre, ça nous amène à mettre des idées sur la table. Tu sais, moi, je veux pas le 51e État. Non, c'est pas ça. Faites des affaires pas pires. Olivier Primo, la semaine passée, est arrivé avec un super tweet, avec de bonnes idées qui ressemblaient un peu à celles de Kevin O'Leary, que j'ai adoré. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Les politiciens sont là, et ça nous montre la profondeur de la classe politique québécoise et canadienne. T'sais, les meilleures choses arrivent de Kevin O'Leary. Un gars qui a aspiré à être chef du Parti conservateur puis qui a vu que, finalement, le Canada, il ne connaît pas tant que ça. Parce qu'il est trop d'un bord et de l'autre. Et donc, il s'est comme retiré un peu. Il a vu qu'il n'y a pas d'affaire là. Mais je veux dire, c'est un gars qui a une bonne vision là, de tout ce qui se passe au niveau nord-américain parce qu'il a les deux pieds d'un bord et de l'autre, lui. Là. Donc, les idées viennent de lui. Les idées viennent d'un gars comme Olivier Primo. Mm-hmm. Les idées peuvent venir de Jerry, de Jeff, de Joe, de peu importe, même Régent va arriver avec ses idées demain sans doute. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un bon moment pour jaser,
pour essayer de rêver à quelque chose. La chose qu'il faut enlever, c'est tous ceux qui sont doom and gloom, OK? Tous ceux que, depuis à peu près, particulièrement à peu près 10 jours, mais depuis peut-être un mois, eux autres, là, c'est la panique, c'est l'anxiété. Ils ont peur, là, on va se faire envahir, puis il veut tuer notre culture, puis il veut... Arrêtez ça, là. Allez, on a décidé de vous offrir un autre bout de Jeff Liberté, donc break vite. Et partie numéro 1 de Jeff Liberté sur ce qui se passe dans notre tête, ce qui s'est passé au cours du week-end. Restez branchés avec nous autres sur Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. OK, voici la partie numéro 2 de Jeff Liberté, qui est beaucoup plus long dans la version Prime, bien sûr. Donc, on est prêt? Un peu plus tard, la boîte à Jerry sur Radio Pirate. Regarde, tantôt, je vais vous parler justement de probablement où on serait si on était plus alliés avec les États-Unis qu'avec le Canada. Je vais vous parler de ça un peu plus tard. Parce que je parle avec des Américains. Les Américains trippent sur le Québec. Les Américains ne trippent pas sur le Canada. Parce que quand ils arrivent au Canada, ils ont l'impression qu'ils sont un peu chez eux. Oh, ouais. Puis, ils ne sont pas capables nécessairement de définir qu'est-ce que c'est un Canadien anglais. Mais quand ils arrivent au Québec, ils aiment le... C'est mon facteur qui me l'a dit. Mon facteur qui me l'a dit. Mon facteur était à Québec au mois de septembre. Il s'est promené dans la vieille ville, il s'est promené un peu partout avant d'aller prendre l'avion à l'aéroport de Québec parce qu'il est arrivé par bateau. Il a été 2 jours à Québec. Il a adoré. Il dit, c'est tellement le fun, on a de la langue. Il dit, puis vous êtes fiers d'être French Canadian. Ben, de l'autre côté, il n'y a pas le côté proud to be English Canadian. Donc, moi, je pense que les Américains adoreraient nous avoir, parce qu'ils nous adorent. Ils adorent les... Écoutez Tucker Carlson parler du Québec. Quand il parle des French Canadians, je pense qu'il y avait un colonel hier qui parlait dans un podcast, il disait « Les seuls Canadiens qui savent qui ils sont, c'est les Français. » En parlant des Français, des Canadiens français. Il dit, eux autres, quand tu arrives, ils te le disent, I'm a French Canadian. Il dit, les Canadiens anglais ne savent pas trop ce qu'ils sont, mais il dit, eux autres le savent. Donc, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Il n'y a pas de peur à y avoir. La peur, c'est bien plus de statu quo, c'est bien plus de rester de même. On est en train de disparaître tranquillement. Il ne faut pas garder le même chemin. Je vous parlais cette semaine du carrefour dans lequel on s'amenait puis qu'il fallait faire les bons choix. Mais une chose est sûre, le chemin qu'on a pris depuis 40 ans, c'est pas le bon chemin. Donc, c'est le temps de changer de chemin. On peut débattre sur quel chemin prendre après, mais on doit s'entendre sur une chose. Le chemin sur lequel nous sommes n'est pas le bon. Il faut changer de chemin. On est à un carrefour. Il y a 4 chemins à prendre. Là-dedans, il y en a un qui est le statu quo, le même chemin. Les 3 autres, regarde, c'est à vous de choisir. Mais je pense qu'on n'a pas le choix de choisir parmi les 3 autres. Puis, pour savoir lequel des 3 autres on va prendre, c'est intéressant d'en jaser, c'est intéressant de fighter entre nous autres, c'est intéressant de soulever des idées, de soulever des discussions. C'est juste sain. Une société vivante agit de cette manière-là. Une société qui est morte, elle fait comme nos politiciens le font actuellement et comme les chroniqueurs, les chroniqueuses le font dans les médias traditionnels en ce moment. Donc, la peur, le broyage, tout ce que tu... Jamais de solution, jamais rien de négatif, jamais d'auto-évaluation de comment ça se fait qu'on est là, comment ça se fait qu'on s'est rendu jusque-là, qu'est-ce qu'il fait, ou encore, même si on avait été bon, est-ce que c'est inévitable, est-ce qu'on s'en va vers une planète qui est en train de s'allier au lieu de se diviser? Parce que ça semble être une opportunité pour les Québécois de parler d'indépendance, cette affaire-là. Je vais vous dire une affaire, je ne pense pas qu'on est dans un cours d'indépendance en ce moment. Je ne pense pas que la planète est en train de parler d'indépendance en ce moment. Je pense qu'on est en train plus de parler d'alliance, de s'unir, de se mettre en équipe. Donc, c'est ce que les gros font présentement. C'est ce que les gros font. Tu sais, je veux dire...
Les Indiens, les Chinois, les Brésiliens, on va te les nommer. Là. Mm-hmm. L'Asie du Sud-Est, etc., etc. Oui. L'Indonésie. Donc, moi, je pense que ceux qui sont présentement... je pense que ceux qui branlent, qui ont peur présentement, puis qui branlent dans le manche, puis ils sont inquiets, puis là, ils ont peur de ci, puis ils ont peur de... Je pense qu'à la base, c'est des anti-américains, toute la gang. Ceux qui sont ouverts à un nouveau modèle, c'est ce que O'Leary vient de parle, de nouvelles... peut-être des nouvelles idées, des nouvelles affaires qui pourraient améliorer notre sort. C'est du monde qui, à la base, oui, tu peux être un proud Canadien, un fier Québécois, tout ça, mais à la base, t'es pas un anti-américain. Les anti-américains veulent rien savoir. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça bizarre, pareil, que ces gens-là sont les mêmes. Qui dans toute la folie COVID, c'était les mêmes. Là. Mais dans tous les sujets, peu importe le sujet, Trump, c'est toujours les mêmes. Je comprends que tu as raison. C'est probablement tous des anti-américains. Mais c'est quand même la même gang qui était pro-gouvernement, puis qui était pro-censure, qui était pro-contrôle, au point où il fallait même tomber dans les comptes de banque des gens qui manifestaient devant le Parlement. C'est les mêmes. C'est ça qui est... C'est ça qui est capoté là-dedans. On dirait qu'ils sont comme préprogrammés. D'abord, ils sont très prévisibles. Ils vont dire, on pourrait dire la même chose de toi, Jeff. Ben oui, mais je pense que c'est pas d'être très prévisible, de toujours être ouvert à quelque chose qui nous arrive, qui nous déstabilise un peu, à première vue, mais après que tu regardes ça, tu dis, OK, il y a une opportunité, go, on saute dedans, on va voir c'est quoi qui se dessine, puis on va l'embrasser, puis on va faire ce qu'il faut faire pour qu'on soit capable d'exploiter au maximum les nouvelles opportunités. Moi, je suis excité de voir ce qui se passe. Je serais très déçu en passant. Je serais très déçu. Tu sais, parce que des fois, tu sais, les gens vont dire, ah, Jeff, il est pro-Trump. Ouais, vous me connaissez mal. Je pense que les gens, si vous m'écoutez comme il faut, il y a des affaires de Trump que j'aime plus ou moins. Mais si j'étais aux États-Unis, j'aurais voté pour Trump. Il y a pas de... Mais les affaires, tu sais, je veux dire, c'est pas aveuglement. Là. Tu sais, dans ce qu'il parle sur le Canada, tu sais, là, il faut qu'il enlève la Reagan qu'on subventionne les Canadiens. Ça arrive pas, là. Ça arrive 0, 0, 0, 0. Il n'y a pas d'histoire de subvention. Il n'y a pas d'histoire qu'il n'y a pas besoin du Canada. Il n'y a pas besoin d'énergie. Il n'y a pas besoin... Ça, c'est n'importe quoi. Ça c'est d'aller tellement... Là, ça devient burlesque un peu. Là. Mais je vais être en admiration devant Trump si Trump améliore le futur de mes enfants. Je vais être en admiration pour les dernières années de ma vie devant cet homme-là. À l'inverse, si c'est comme la négociation il y a, 5 ans, 6 ans, sur l'entente de libre-échange où on a voulu brasser le Canada puis finalement on n'a accouché absolument rien, si on est en train de brasser tout ça puis que finalement on reste au statu quo, je peux vous garantir une chose, je mets un X sur Trump pour le reste de mes jours. Parce que ce qu'il fait, ça m'excite. Parce que je sais qu'on avait besoin de cet électrochoc-là. On avait besoin... Oui. On avait besoin, puis ça, comme Jerry l'a dit, qui a fait le tour du web au cours du week-end, c'est qu'on a mis un miroir sur nous-mêmes et ce qu'on a vu, c'est loin d'être beau. Puis c'est gênant un peu parce qu'on devrait être un des pays les plus riches au monde. On est un des pays les plus riches au monde. On est juste un peu niaiseux. On est endormi, on est esclave d'une grosse machine qui nous a éteints. Et là, là, on a ce qu'il faut. On vient de se faire mettre un bâton de dynamite dans le cul. Et c'est à nous de bien réagir puis de pas... je sais qu'il y a des défenses. La classe politique, les médias traditionnels qui réussissent encore à brainwasher les gens de 65 ans et plus, elle veut le statu quo. C'est normal. C'est elle qui bénéficie de ce modèle-là. Ça, il va falloir faire très attention parce que cette armée-là du statu quo est très, 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 très puissante. Donc, c'est à nous, le petit nombre de combattants qui voient là-dedans une chance de changer des affaires pour qu'au bout de la ligne, on ait une meilleure vie,
que nos enfants aient un meilleur avenir, qu'on soit capable de se rendre où ce que le Canada et le Québec devraient se rendre dans les opportunités qui vont se dresser devant nous autres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exploiter tout ce qu'on est, puis tout ce que nous avons, puis Chris en bénéficier, puis qu'on sorte de ce modèle politique qui nous a tant éteints depuis qu'on est au monde. Ben moi, ça m'excite. Puis j'espère que Trump n'est pas en train de s'amuser puis faire de la diversion juste pour le plaisir parce qu'il trouve, il s'excite avec ce genre de patente-là, ça lui donne du pouvoir, je ne sais pas. J'ose croire qu'il y a quelque chose derrière ça. Et si jamais ça finit en pétard mouillé, ben je vais être le premier carrément, je vais être en miettes. Je vais être en miettes. Parce que là, je suis bandé de même. Là, je vous le dis, je suis bandé de même. Moi, quand on me parle de shaker à baraque, quand on me parle de démolir ce qui ne va pas, puis de repartir sur quelque chose de neuf, moi, je suis le même. Là. Moi, je viens bandé de même, je vous le dis. Là. Dur. Comme un cheval. J'aimerais pas ça être déçu. Puis je sais que vous autres non plus, vous n'aimeriez pas ça être déçu. Donc, j'espère qu'on s'en va vers quelque chose qui est autre chose que du théâtre politique à la merde. Parce que sinon, moi, je suis gone pour le reste de mon existence. Si on brasse tout ça, puis c'est un pétard mouillé, puis que finalement, on continue, puis c'est la même maudite affaire, puis on se ramasse avec Mélanie Joly à la tête du pays. Non, arrête, le mot t'as dit, arrête. Puis qu'on se ramasse avec PSPP au Québec, puis le niaisage. La même affaire depuis que... Ça fait 57 ans que je vis cette décroissance de marde-là. Ben moi, si jamais il n'y a rien qui aboutit de ça, je vais être... je serai plus là. Je vais être là encore, mais je veux dire, je vais parler de musique country, je vais parler de rock and roll, je vais parler de sport, je vais parler de végétalisme, je vais parler de vin avec Jerry, je vais parler de plein d'affaires. Mais je vais m'auto-éliminer de cette affaire-là. Il arrivera ce qui arrivera. Mais en ce moment, très, très, très excité. Mais qui va parler pour nous autres? Là? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Qu'est-ce qu'on est prêt à vouloir changer? Une espèce de libre-échange économique, traverser les frontières, un genre de passeport commun, la liberté de faire de la business d'un bord puis de l'autre. Moi, je pense que la liberté d'être justement le plus libre possible, tu sais, je veux dire, demain matin, si tu es libre, on comprend que tout ce qu'il y a d'immigration entre le Canada et les États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Et oui, c'est ça. Mais une des choses qui fait que, tu sais, pourquoi le Texas et la Floride ont tant de gens qui arrivent d'ailleurs? Bon, meilleure fiscalité, vision économique complètement différente, etc., etc. Donc, il y a, à travers les 50 États américains, une concurrence qui permet aux gens de trouver le meilleur endroit pour eux et leur famille. Donc, il y a une compétition. À l'intérieur du Canada de 10 provinces, excluez l'Alberta, là, vous avez 9 provinces qui ont probablement la même chose à vous offrir, ou à peu près. Tu sais, moi, demain matin, tu me dis, tu veux déménager où au Canada pour améliorer ton sort? Oui, il y a l'Alberta, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. C'est pas vrai que j'améliore mon sort en Ontario. Là. J'améliore pas mon sort en Ontario. Donc, il y a cette possibilité-là, possibilité pour les entreprises, etc. Donc, red tape, beaucoup qu'il faut qu'il soit enlevé. Beaucoup d'opportunités pour justement que les gouvernements locaux soient obligés de regarder. Tu sais, demain matin, la taxation n'est pas concurrentielle. Donc, plus on va enlever des barrières, plus on va ouvrir des frontières, plus on va unir l'Amérique du Nord, et plus ceux qui exploitent le monde, comme le Québec et le Canada le fait, bien, eux autres, ils sont obligés de s'ajuster très, très, très rapidement, parce que là, ils sont dans le game. Là, ils sont dans le game. Là, ils vont perdre des capitaux, ils vont perdre s'il y a des gens qui vont partir à telle place. Tu sais, si demain matin, ta première résidence, tu dis, ben écoute, là, maintenant, je peux me promener pas mal partout. Là.
Je peux aller là, je peux aller ici. Tu sais, il va y avoir un mouvement de capitaux. Et ça dépend d'où je te dis pas que les 5 premières années seront les meilleures. Parce que les premières années seront les années probablement où on aura à s'ajuster à cette nouvelle compétition-là, puis à cette nouvelle liberté-là. Mais je veux juste vous donner un exemple, OK? J'ai ça quelque part. Tu sais, c'est pas normal que d'être dans le 1%. Si vous êtes dans le 1% des plus riches dans votre société, là, c'est pas normal. Tu sais, quelqu'un qui me dit « Ouais, mais nous, on ne peut pas faire partie des États-Unis parce qu'on a un programme, on a une société qui tend plus vers l'équilibre. On tend vers une meilleure justice où les gens, il y a moins d'écart entre les riches et les pauvres. » Mais ces gens-là ne réalisent pas que le modèle que nous avons, c'est une fabrication de pauvres. Oui. Puis juste vous dire que ça n'a pas fonctionné, votre affaire, en passant. Parce que là, la classe moyenne est rendue qu'on va faire la file à bouchée généreuse pour s'acheter. C'est ça. Ou avoir des dindes gratuites. Là. Donc, votre modèle, il n'a pas fonctionné. Mais le plus bel exemple de ça, c'est le 1%. Je vous donne, sans avoir les chiffres, je les avais devant moi ce matin un peu plus tôt. Mais je pourrais les trouver facilement. Là. Je les ai pognés au cours du week-end. Si je me souviens bien au Québec, là, il y a quelques années, avant la COVID, pour faire partie du 1%, c'était 230 000 $. Ça peut être monté à 250, 260. Je pense que la moyenne canadienne, c'est 270 000. Donc, ça, c'est pour entrer dans le 1%. OK? Donc, si vous voulez entrer dans le 1%, c'est ça que ça fait. Là. Donc, ça, c'est le meilleur baromètre de voir si la société dans laquelle est t'encourage à avoir une PME, à penser à quelque chose qui n'existe pas, à le développer, puis à investir là-dedans, puis à produire quelque chose d'extraordinaire. Bon, mais moi, quand il n'y a pas de riches, qu'est-ce qui arrive? Ben, quand il n'y a pas de riches, ben, il n'y a pas d'argent qui circule pour motiver le monde alentour. Quelqu'un arrive avec une bonne idée, il va voir le riche de la place. Il dit, j'aurais besoin d'1 million, voici le plan que j'ai. Le gars, il dit, j'en ai pas 1 million. Et si tu t'en vas dans d'autres sociétés où il y a de l'argent, ben le gars dit, hey, j'aurais besoin d'1 million pour faire tel projet, j'y crois. Ah oui, parfait, tiens. Prends ton million, bonne chance. Puis j'espère que mon million va valoir 2 dans pas longtemps. Mais ça, il faut qu'il l'ait. Donc, c'est pour ça que le seul moyen que ça arrive, c'est si le gouvernement embarque dans nos projets. De là, comment on fonctionne depuis toujours. Je vais juste essayer de le trouver ici. Donc, 1%, ça donne à peu près au Québec. Je ne sais pas si tu as trouvé le chiffre, Jerry, là, mais je pense que c'est aux alentours de 260 000 à peu près. 260 000, my God. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est ça, les riches chez nous, oui, c'est... les riches, c'est ça. La grandeur du Canada, les riches chez nous, c'est 270 000 $. Au Québec, c'est aux alentours de entre 250 et 260 000. Bon, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est la grande pauvreté, là. Donc, puis juste vous dire, de l'autre côté, avec supposément tous les défauts de la Terre. Ils ont tous les défauts de la Terre. Mais il doit y avoir quelque chose qui font pas pire pareil. Tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on a dans nos mains. Tu sais, là, on est bien fiers du CL415, les 2 CL415, qui font un job extraordinaire en Californie, mais je veux dire, les gens ils sont fiers de ça, mais ils l'écrivent sur X avec leur iPhone. À la maison ou dans un chalet, alors que leur énergie est générée par une génératrice Générac, tiens. Tu sais, je veux dire, comment ça se fait qu'avec le potentiel qu'on a, on a des riches qui font à peu près 270 000 $. Pour accéder au 1%. Je veux dire, c'est ça. C'est quand même assez honteux. Là. Un riche, il a un chalet. Là. Oui, c'est ça. Un riche, il a une Mercedes ou une Tesla puis un chalet. Oui. Tu sais. Oui. Pas yob-yob. Puis de temps en temps, il se prive d'aller au restaurant. Là. Exact. C'est ça, un riche. Là. Voyons, Christophe.
Regarde, je vais te donner les États, je viens de le trouver. Pour joindre le top % de chacun des États aux États-Unis, OK? Je viens de vous donner, en canadien, là, je viens de vous parler là. Je l'ai donné, le chiffre que je vous ai donné, c'est en dollars canadiens, dollar qui vaut rien. OK? Dollar qui vaut 70 cents dans la pièce. C'est ça la valeur. Donc, enlevez 30 % de votre valeur si vous voulez montrer quelle est votre vraie richesse, si vous voulez. Parce que si vous voulez investir dans le monde, ça va être en US. Là. Si vous voulez avoir votre vraie richesse, mettez-la en US. Si vous voulez être dans le 1 % dans l'État de New York, c'est 966 000 Mhm. Le Nevada, c'est 777 000 L'Illinois, c'est 783 milliers de dollars. 783 000 Californie, 1 million. Pour être dans le 1 % en Californie, vous devez avoir des revenus de 1 million. Pas valoir 1 million. Avoir des revenus déclarés de 1 million. Texas, 762 000. Arizona, 689 000. L'État de Washington, 990 000. Massachusetts, 1,1 million. Connecticut, 1,2 million. Floride, 852 000. Georgie, 700 000. Sérieux, là. Expliquez-moi comment ça se fait au Québec. Expliquez-moi ça, là. Expliquez-moi pourquoi au Québec, avec ce qu'on est, Chris, on n'est pas des caves, là. Ouais, on envoie à TV, là, d'un sondage dans la rue. C'est pas ça le Québec, asti, arrêtez, là. Pas ça que je vois, moi, là. Regardez ce qu'on a, en plus. Là. Regardez alentour de vous autres, là. Si on n'avait pas été opéré dans un système soviétique moderne de marde, si on n'avait pas les éteignoirs comme on a dans les médias, comme chroniqueurs et analystes, puis c'est les pseudo-experts. Si on n'avait pas les boulets qui ont été mis par la social-démocratie, par tous les partis qui ont été au pouvoir depuis qu'on est dans la social-démocratie. À partir, donc, des libéraux, le PQ, la CAQ, bientôt on va retourner au PQ, etc., etc. Si on n'avait pas tout mis nos œufs dans le panier du gouvernement, puis qu'on s'était fait confiance, puis qu'on aurait eu plus confiance en nos moyens à nous qu'à un genre de collectif géré par une gang d'idiots qui essaient de vous faire croire de toutes sortes de sottises qui ne sont jamais avérées vraies en passant, puis que vous aviez pris votre argent puis cru en quelque chose. Pas prendre votre argent et aller colisser ça dans Lyon parce qu'à la TV, ils vous disent que c'est ça qui va être bon dans le futur. Servir de sa tête, croire en nous autres, puis croire en ses propres affaires, puis pour moi, là, ce que je vois, là, on est-tu à côté de New York, nous autres? On est à côté. On est-tu à côté du Massachusetts, nous autres? On est à côté aussi. On est-tu à côté Encore du Connecticut, nous autres? Hey, vous pouvez aller prendre l'avion à l'aéroport de Hartford, c'est à 5 heures de chez vous si vous êtes à Québec. Si vous êtes à Montréal, c'est 3 heures et quart. OK, vous êtes à côté, là. Ben, pour être dans le 1 % au Québec, c'est à peu près 180 000 US. Nos voisins sont à 1 million pour être dans le 1 %. Vous n'êtes pas gênés, hostie? Puis c'est ça que vous défendez? Ah, mais eux autres sont pas justes. Eux autres, c'est leur société, il y a beaucoup de pauvres. Ah ouais. Mais ils ont beaucoup de riches, par exemple. Mais mon feeling, c'est que plus tu as de riches, plus ça roule par après. Là. Ils sont collectivement beaucoup plus riches que nous. Là. Y a-t-il quelque chose qui va nous shaker à un moment donné? Moi, je pense que dans des opportunités pas pires, juste shaker un peu, là. Même pas l'ultime à laquelle on pourrait rêver. Juste shaker le pommier un peu, là. Qu'est-ce qui empêche les Québécois, dans un avenir très proche, que quand tu es dans le 1 %, tu gagnes 700 000 US par année? Puis que là-dedans, il y en a 15 % que c'est des gens liés à la machine. Pas 50.
comme c'est le cas en ce moment. Parce que les gens dans le 1% en ce moment, c'est tout du monde relié C'est à du monde de machine ou à peu près. Là. Voilà. Ben oui, c'est du monde de la machine. Ben oui. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ça? Qu'est-ce qui nous empêche de devenir ça? Rien. Mais ce qui se passe en ce moment, là, si on fait ça comme du monde, là, ben, c'est ça qui va arriver. Parce qu'on a le potentiel de ça. I believe. OK? I believe. Je vois plein de gens qui ne croient pas en vous. Vois plein de gens qui ne croient pas au Québec et qui ne croient pas aux Canadiens et au Canada. Je les vois, là. Eux autres, ils disent non, il faut continuer, il faut fermer tout ça, toutes les discussions, il faut barrer tout ce qui se jase en ce moment. Il faut garder ça comme ça. Ah oui? C'est une place de pauvres, les amis. Puis il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas plus riche que nos voisins, là. Zéro raison, là. Ceux qui veulent vous garder dans le statu quo, ils sont fiers que dans le 1%, c'est 270 000 Canadiens. Là. Puis ils trouvent ça très grave que pour être dans le 1% au Connecticut, c'est 1,2 million. Bien, ceux qui sont dans la mauvaise gang, c'est pas la droite pirate. Là. C'est ces enfants de chienne-là. Là. OK? C'est ces enfants de chienne-là. Là. Je vous le dis. Là. Il y a des pauvres, puis il y a des super riches. Puis là, les super riches sont encore plus riches. Puis ça, c'est la cassette qui roule. Ah, regarde, on ne peut plus l'entendre. Ben voilà, on vous a fait les 2 blocs. Ça vient de Jeff Liberté, les 2 premiers blocs de Radio Pirate pour les cheap. Vous êtes salués. Bonne semaine. Déjà le 13 janvier, my God, ça va vite. Donc, on a plus de stock encore sur Prime, plus de liberté. On a les Radio Pirate News et on a la boîte à Jerry également. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. La, la, la. Il y a une petite boîte. Une petite boîte, Jerry. Oh oui, il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Une petite Petite boîte. boîte de quoi, là? Petite boîte. Boîte de lundi. Petite boîte de lundi, mais c'est. Moi, c'est l'image du monsieur Monsieur Pelota. Mario Pelota, le gars de 90 ans qui a mis 140 000 $ dans Lyon électrique. Jeff, pense à Jeff. 140 000 $ de ton cash. Son argent. Il a quasiment mis tout son cash là-dedans. Oui, c'est les 3/4 de son argent CELI Exact. qui est dans Lyon électrique. Lui, il en mettait tout. Son conseiller financier lui a dit de ne pas faire ça, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et il le fait pareil. Mais ça, là, c'est un classique des classiques. Le monsieur, là, il a investi avant. Quand il y a eu quand il y a eu toute la mouvance des stocks de potes en bourse, on parle ici avant que le pot soit légal, les 2 années avant le pot, avant que le pot soit légal, il y a eu des affaires tout à fait incroyables. Là. Tu sais, des stocks à 25 cents qui ont monté à 25 $. Là. Tu voyais un peu à patente, là? Et lui, il en a profité, ce monsieur-là. Tu sais, il dit qu'il avait fait de l'argent dans le temps du pot et il est parti. C'est-à-dire, il a vendu puis il est allé ailleurs. Mais tu peux pas faire 2 long shots en ligne. Oubliez ça. Là. Lui, il a fait un long shot dans le pot. Lui, il pensait faire un long shot d'un bus puis d'un truck électrique. Boum, terminé. Si tu savais comment... Moi, c'est pas mon argent, mais ça, c'est un classique. Puis il y a d'autres aussi petits investisseurs. Là. On voit un couple là, qui ont perdu 15 000 dans Lyon électrique. Bon, 15 000, tu peux t'en remettre. Là. Mais lui, le gars, 140 000 $ dans Lyon, c'est où que tu as la tête. Mais ça, là, c'est typique. Ça se passe ailleurs. Je comprends que ça se passe ailleurs. Mais ici, il y a beaucoup d'espèces d'endoctrinement de compagnies québécoises, puis comment dire,
des nouvelles qui tournent en boucle à TV, puis des belles conférences de presse avec des politiciens. Mais ça, là, quand tu vois des politiciens à une table, là, c'est pas un signe de confiance. Là. Ouais, sauf que faut que tu te poses la question, est-ce que lui, il a mis de l'argent là-dedans? Est-ce que le politicien a mis son argent là-dedans? Lui, il n'a pas mis son argent. Mais s'il n'a pas mis son argent, tu n'as pas d'affaire à en mettre. Voilà. Il a mis ton argent sans que tu puisses dire quoi que ce soit. C'est ça. Mais si lui n'a pas mis de son propre argent, va-t'en pas là. Ouais, mais il en parle à TV à tous les jours. Est-ce que le politicien, est-ce que le journaliste a mis de l'argent dans Lyon? Non, le journaliste n'a pas. Est-ce que le présentateur de nouvelles a mis de l'argent dans Lyon? C'est ça. Oui, c'est ça. Il a mis 1500 piastres. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Là, c'est pas de l'argent. Là. On parle de la vraie argent. On parle pas. Lui, c'est 140 000 piastres, là. Lui, c'est l'argent de sa vie. Là. Lui, c'est l'argent de sa vie. Il n'est pas le gars riche, mais il a mis quand même. Ben, ça, là, si on l'a, comment dire, tu sais, l'autorité des marchés financiers, la police de la bourse au Québec, ils surveillent plein d'affaires. Mm-hmm. Mais ils devraient, eux autres, moi, je pense, pas éduquer, mais plus dire au monde, faites attention. Quand vous voyez qu'il y a des projets ou des affaires, des fois, là, faites attention. Des fois, quand c'est trop beau, là, quand c'est de l'argent sérieux, dans des affaires, dans des ballons qui flottent dans les airs, dans des patentes pour faire de l'électricité dans l'eau, dans des capteurs des capteurs de CO2, dans des fausses mines des fausses mines de lithium. Mais je vais dire une affaire. Lui, au moins, lui, il assume. Parce que j'ai vu là, que c'est comme un genre de... C'est une série d'articles, c'est ça que je peux comprendre? Oui, c'est ça. Sur ce sujet-là. Lui, il assume. OK? Comme d'autres, là, j'ai vu que des articles sur « Je regrette l'achat de notre voiture électrique ». Ceux qui ont des e-tron, ils vivent l'enfer. OK? Ceux qui ont les Audi e-tron, le char est au garage. Ils vivent l'enfer. Le char part pas. C'est pas sécuritaire parce que le char part pas. Ils veulent avoir leur char puis le char part pas. Il y a des problèmes majeurs. Exact. Donc, c'est triste parce que ça coûte une fortune. Puis le monde qui ont loué le char pendant 4 ans, ils sont pris que la location. Mais le bonhomme, là, je trouve ça triste, là. Je trouve ça triste, mais il assume. Il l'explique et il assume. Mais il y a un autre article. Il y a un autre article avec un couple du Saguenay, OK? Des retraités, entre autres, lui, c'est Steve Daigle et elle, c'est Geneviève Nadeau, qui ont perdu 15 000 $ dans la déconfiture de Lyon Électrique. Là, ils vont dire 15 000, c'est pas grand-chose. C'est de l'argent, 15 000. Il ne faut pas dire une patente de même. 15 000 $ pour beaucoup de monde, c'est une grosse perte, là. OK? Ramasser 15 000, c'est long. C'est tough. C'est très long. Là. Il y a d'ouvrage. Très, très long. Et là, je lis juste un des derniers bouts de l'article. Au cours des derniers jours, des actionnaires de Lyon ont formé un groupe pour défendre leurs droits. En l'espace d'à peine 24 heures, ils soutiennent avoir réuni 200 investisseurs ayant investi plus de 20 millions de dollars. Et voici la patente. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas pu nous protéger? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il n'y a pas eu quelqu'un de confiance pour vérifier ce que faisait la compagnie? S'interroge Salvatore G. Agnello, un retraité. C'est lui, ça? Non, c'est pas lui. Un retraité qui a perdu gros dans Lyon. À l'autorité des marchés financiers, on dit n'avoir reçu ni appel, ni plainte concernant Lyon. Cette entreprise ne fait l'objet d'aucune pénalité ou de manque à notre réglementation, a indiqué un porte-parole de l'AMF, Sylvain Théberge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas pu nous protéger? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il n'y a pas eu quelqu'un de confiance pour vérifier ce que faisait la compagnie? Je comprends ce qu'il veut dire.
Il veut dire, ben nous, on s'est fié au gouvernement parce que le gouvernement mettait de l'argent dedans. Oui. On s'est dit, si le gouvernement met de l'argent là-dedans, ça doit être safe. Il doit y avoir l'Eldorado qui nous attend. Mais c'est le gouvernement, c'est pas les politiciens en tant que tels. C'est pas leur poche eux autres, c'est le gouvernement. C'est l'argent du public. En passant, c'est encore de son argent, lui. Oui, mais le gouvernement, c'est le plus mauvais baromètre que vous n'avez pas pour ces affaires-là. C'est des pas bon. Quand le gouvernement embarque dans quelque chose, c'est une lumière qui devrait vous allumer et dire « Je ne vais pas là ». C'est pas pour rien que le gouvernement est là. C'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui voulait y aller. Sinon, il n'y aurait pas besoin des gouvernements pour faire ce qu'ils ont à faire. Sinon, les BlackRock, les Sequoia Capital, ils vont être là. Regarde, mettez-en. Ouais, mais nous autres, il y avait des fonds. Mais ouais, mais le fonds du gars de taxi, là. XP, le fonds à taille XP faire. quelque chose, ouais. Ce fonds-là est bourré d'argent public aussi, là. Tu sais, ça devrait allumer. Il nous manque un peu de formation économique. Il nous manque de formation de... Tu sais, qu'est-ce qu'on est facile on est facile à embarquer. Donc, ultimement, on est responsable. C'est plate, là. C'est vraiment plate. J'ai mal pour eux autres comme ça se peut pas, là. Mais calif! On dirait qu'on est né et se fait fou. Quand le gouvernement est quelque part, vous décrissez. Ça, c'est clair. C'est ça. Quand c'est une bebelle québécoise en plus. En plus. Plein de quand monde c'est a quelque été chose- brûlé avec des bebelles québécoises. Il y en a Oui, plein, puis- là. Puis quand c'est quelque chose d'émergent, ben, veux pas, faut que tu sois un peu plus peureux que si c'est une compagnie établie. Là. Si tu veux mettre dans une compagnie québécoise, va-t'en dans quelque chose qui tient depuis longtemps. Va-t'en avec la gang de Dollarama, va-t'en avec la Oui. gang de Couche-Tard, va-t'en avec... va-t'en avec quelques affaires qui sont là depuis longtemps puis qui sont devenues quasiment un blue chip. Sauf que Dollarama, ils vont pas virer ton... Ils vont pas virer ton... Ton 140 000 ton à 500 000. 000. Non, ils vont pas. Ça, c'est pas de même. Là. Ça va arriver, mais toi, tu vas être mort. Là. C'est ça. Mais tu le perdras pas. Non, c'est ça. Je sais. Tu vas avoir une petite dividende, tu vas avoir un peu de rendement, tu vas sécuriser ton 140 000. Et là, si tu joues au cowboy et ton 140 000, Les cowboys, moi, je n'irai c'est pas. Moi, j'irai pas dans le journal après. Là. C'est ça. 140 000 de Lyon, t'es cowboy pas à peu près. Là. T'es cowboy en crise. Gros J'ai même pas sujet mis 1000 dans Lyon. Non, c'est ça. Même j'ai un 1000 qui traîne, je ne mets même pas dans Lyon. Oublie ça. Voyons. Gros sujet ce matin à New York, à la bourse. C'est un des gros sujets de la bourse aujourd'hui. J'en parle pour une chose, parce que c'est une compagnie que personne connaissait et overnight, tout le monde l'a connue. La compagnie Moderna. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Moderna, la picouille. La picouille. Moderna. Moderna, en ce moment, le stock perd quoi? Il perd un genre de 18 là, en pré-market. Là. Wow. Non, c'est très peu. Là, la face, c'est que Moderna a sorti, autrement dit, la compagnie a fait ses prévisions pour 2025 et jusqu'à une partie de 2026. Mais on parle de 1 milliard de dollars de moins de prévisions de vente. Tu sais, il y avait des prévisions de vente. Les compagnies font toujours ça. On fait des prévisions pour le futur. Moi, ça veut dire quoi, bon Québécois? Il n'y a plus personne qui prend la style de... À part les Québécois brainwashés, il n'y a plus personne sur la boule qui prend de vaccin COVID. Eux autres, ils ont leurs deux grosses vedettes, c'est le vaccin COVID en tant que tel et un autre vaccin, ils l'appellent le vaccin virus respiratoire. Il y a un autre vaccin. Mais là, personne n'en veut. Mais le stock est à 34 piastres. C'est ça qui est capoté. Le stock est à 34 piastres là. Il se capoté. Parce que cette compagnie-là que personne connaissait, le stock était à peu près à 34 piastres au début, dans le coin de janvier 2020. Avant la patente COVID puis les vaccins, là. C'était un stock à peu près à 34 piastres. Moderna, il faisait de la business déjà. Il est monté à combien pendant la COVID? Il a monté à 450. Eh, si boire. 450 qui a monté le high. Il a fait une coupe de swing,
Puis le high, il est resté longtemps au-dessus de 400. Là. Longtemps. Wow! Ah, il y a du monde dans une cage à homards, pas à peu près. Donc, c'est un gros 5 ans pour Moderna. Si on prend, mettons, janvier 2020 à janvier 2025, 35 piastres, 450 et on est de retour à 35. Bonsoir. Incroyable. Non, ça, c'est vraiment spécial. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais écoute, on c'est peut la dire... business. C'est le commerce. On va faire un peu de l'analyse de ce qu'on a fait tantôt avec le gars. On aurait dû allumer pendant la COVID, quand ils sont arrivés avec le vaccin, que ça allait exploser. Donc, on aurait dû mettre une coupe de piastres là-dedans. Mm-hmm. Mais il me semble qu'une fois que la COVID éteint, moi, je me sauve. Facile, Oui. c'est facile. Monday morning quarterback. OK, je comprends. Mais me semble. Il y a eu beaucoup de stocks COVID qu'on n'aurait pas pu prédire qu'il allait baisser une fois que la COVID allait être finie. Mais lui, il est assez évident. Là. Lui, est évident. Lui est évident, sauf que t'as toujours espoir que ça reprenne. Mais là, c'est que là, ils viennent de couper leurs prévisions. Puis c'est vraiment... C'est la nouvelle à New York aujourd'hui. Grosse nouvelle. L'autre affaire que j'ai vue passer... Qui est une très bonne nouvelle en passant. Tu sais, outre le secteur financier puis la valeur, puis j'imagine qu'il y a du monde qui perd de l'argent. Mais je veux dire, outre ça, là, ça veut dire qu'on est passé, on est rendu ailleurs. Très bonne nouvelle. La fucking COVID nous a scrappé pas à peu près. Là. On aurait-tu aimé ça que rien de ça existe? Parce que tout ce qu'on vit en ce moment part de là un peu. Là. Oui. On est encore là-dedans. Ils veulent pas, là, mais c'est encore ce qu'on vit. Là. À part ça, qu'est-ce qu'il y a, Jerry? Les Maxi, les Provigo, là, je vais pas mettre dans ma boîte, là, toutes sortes d'affaires le fun là-dedans. Maxi Provigo, donc l'Obla. L'Obla qui... Eux autres, ils ont une marque de vêtements, tu sais, les Joe Fresh. Là. Oui. Ça fait 20 ans que ça existe, ça, Joe Fresh. Puis... T'as pas une histoire là, que les vêtements étaient faits quelque part là, dans des usines avec des enfants. Ça, c'est sûr. Alors, si on commence à tomber là-dedans, il y aura plus, on n'aura plus de linge sur le dos. Là. Quand tu as des culottes en coton ouaté, c'est pas fait dans une usine ici, là. Non. C'est pas marqué en gros ISO 95 quelque chose. Non. Non. Ça va être Asie du Sud-Est ou Chine. C'est là pas mal. Là. On voit du Vietnam de temps en temps. De plus en plus, on voit du Vietnam sur certains produits. Non, mais la face, c'est qu'eux autres, l'Obla, veut un peu diversifier. Ils veulent comme un peu upgrader parce que souvent, c'est un coin du magasin qui a du stock de Joe Fresh. Par exemple. Ils veulent avoir un peu plus de stock de marque. Et là, il va avoir du Calvin Klein. Il va avoir du Adidas. Mais pas tous les produits. Certaines lignes. On s'entend-tu, là? Et il va avoir aussi du Tommy Hilfiger chez L'Obla. Donc, ils veulent diversifier, avoir plus de marques en magasin. Donc, c'est un move commercial qui... Ça peut être pas pire, ça, comme move commercial quand même, d'avoir quelques marques, quelques affaires, quelques produits un peu différents. Hey, je suis tombé sur une affaire. Regarde. J'ai pas fouillé l'histoire plus qu'il faut, mais juste juste cette nouvelle-là, ça va faire brasser pas mal l'Europe. Un des plus gros pays européens, tout le monde le sait, c'est l'Allemagne. En Allemagne, ils ont un parti politique qui s'appelle l'Alternative pour l'Allemagne. Okay, mais j'ai pas pogné le gars là, qui voulait bannir Elon Musk puis X récemment, dénommé Breton, là, qui lui a dit, on va regarder un peu ce qui se passe en Allemagne, puis ça fait parce que lui, il est comme dans la patente européenne, la commission de pas élus, qui est comme au-dessus de je sais pas trop quoi. Oui. Et j'ai pas compris que si ce parti politique-là a des élus, il dit on pourrait même annuler les élections. L'AFD? Ouais. Il dit on pourrait même... Si c'est pas le résultat qu'on veut, on pourrait annuler les élections. Là. Ouais. On pourrait annuler les résultats. Hey, c'était peur hein, quand t'entends une patente de main. Alors, c'est n'importe quoi. Ça, parce qu'en ce moment, c'est le parti politique qui est le plus en montée en Allemagne, présentement. Les autres, ils brassent de plus en plus. Puis là, la face, c'est qu'il va y avoir des élections législatives en février, donc ça s'en vient. Et là, ce parti-là
Ils ne gagneront pas les élections, mais ils peuvent faire élire pas mal de monde. Mais c'est un parti à deux têtes. Hein? Il y a un gars et une fille. Là. La fille, elle s'appelle Alice Weidel. C'est pas une gênée. Là. Donc, parti à deux têtes, c'est un peu comme QS. Ça. Exactement, un genre de parti à deux têtes. Là. Mais la madame Weidel, elle n'est pas gênée. C'est pas du bon de gêner. L'affaire, c'est qu'eux autres, le programme, je vous en parle parce que moi, c'est le programme du parti que je trouve assez spécial. Les autres, ils veulent sortir de l'Union européenne. Ils veulent faire un ménage dans l'immigration. Ils veulent renouveler les relations bilatérales avec la Russie. Ils veulent racheter du gaz russe. Puis ils veulent démolir toutes les éoliennes dans le pays. Les tourniquettes, c'est terminé. Tous les tourniquettes vont être enlevés. Puis ils veulent rentrer le pipeline de gaz russe en Allemagne. OK. Ils ont-tu un bout? C'est quoi le bout qu'ils n'aiment pas? C'est-tu qu'ils ont un bout nazi? C'est quoi, patente? Parce qu'ils disent que c'est des populistes. OK. Ben là, quand t'es populiste, c'est ben là t'as l'immigration là-dedans, t'as la sortie de l'Union européenne qui va pas plaisir au monde. Pas juste ça. Renouer la diplomatie avec la Russie et acheter du gaz russe. Il y a du monde qui n'aime pas ça en Europe non plus. Là. Oui, dans 6 mois, ils vont pouvoir le faire. Là. Non, oui, c'est ça. Exactement. Le 20 janvier achève, là, arrive. Là. On est le 13 en passant. Là. Donc, dans une semaine, le chef est là. Hey, je te le fais entendre, le gars de l'Union européenne. Pour le poids de la parole, attendons ce qui va se passer. Et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Pour le poids de... Ben voilà. Moi, ça me fait capoter bien raide. Moi, je ne sais pas si vous autres, ça vous capoter. Moi, entendre des affaires de même, là, des genres de couches de gouvernement supplémentaires qu'on ajoute un peu partout, qui gère la patente. Les autres disent, ben, gars, on l'a fait en Roumanie, puis ça ne fait pas notre affaire en Allemagne. Si ces gars-là sont élus, là, on va intervenir. Wow! C'est ce qui se passe, là. Donc, il y a des instances qui décident qui peut être élu et non élu. Oui, mais la démocratie, ça dépend quelle démocratie tu parles. Ben oui, exact. Moi, j'aime beaucoup ma démocratie. Oui. Parce que moi, je suis très démocratique. Mais moi, j'ai ma propre démocratie. La démocratie, on l'aime, mais quand c'est quelqu'un comme Poilievre, pas ben ben. Quand c'est quelqu'un comme Duhem, pas ben ben. Quand c'est quelqu'un comme Trump, pas ben ben. Quand c'est quelqu'un comme J.D. Vance, pas ben ben. Quand c'est quelqu'un comme la madame en Italie, pas ben ben. Quand c'est Le Pen en France, pas ben ben. Quand c'est ce gang-là en Allemagne, pas ben ben non plus. Le gars avec la chainsaw, après ça... Le gars de la chainsaw en Argentine, on ne veut pas ben ben non plus. Si, boire. Démocratie à temps partiel. Voilà. En parlant de démocratie, le Parti libéral du Québec, grand parti démocrate dans l'histoire du Québec. Mais là, l'affaire, c'est qu'eux autres, là, ils partent la course au Parti libéral aujourd'hui. Mais il y a 4 personnes à date qui sont intéressées à être chef du Parti libéral. La première personne, c'est Richard Milliard. Le gars de la Fédération de la Chambre de commerce du Québec. Mais lui, il vient de sortir là, à matin. Là. Il a fait sa conférence de presse. Là. Lui, c'est le premier qui part là. Lui, il est backé par qui? Quand il s'est présenté ce matin, là, il y a quelques minutes, là, il est backé par Raymond Bachand. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Raymond Bachand? Oui. Ben, ce qui est important, c'est d'être... Ben oui, c'est le gars du bonheur. C'est le gars du bonheur. C'est le vendeur de bonheur taxé à l'os. C'est le vendeur de bonheur, machin. Ben oui. Bachand. Donc, lui, Milliard, c'est pas qu'il s'appelle? Richard Milliard. Donc, lui, il est backé par Bachand. Veux-tu l'écouter quelques secondes? Veux-tu l'écouter juste... l'autre, c'est qui? Ben, l'autre, c'est Rodriguez qui est supposé sortir aussi aujourd'hui. Rodriguez, c'est Trudeau, là. OK, on va mais l'autre, pas mieux, là. Le gars, je vais te faire entendre. Rodriguez, c'est Trudeau qui a une barbe. Ah oui, c'est Trudeau qui a une barbe des cheveux blancs, là. Mais
la réalité, c'est qu'en 2018, on a laissé les finances publiques avec un surplus de 7 milliards de dollars, plus 7 milliards, et maintenant on est à moins 11. Alors c'est important, dans un gouvernement, comme dans un budget personnel, comme dans un budget d'affaires, qu'on tend vers l'équilibre budgétaire. Alors moi, je m'engage à rétablir les finances publiques, mais je pense qu'on peut le faire de façon respectueuse de la prestation des services publics en ce moment. Et moi, je veux qu'on axe davantage sur les revenus. Donc, générer plus de croissance, avoir plus de projets économiques pour que le gouvernement ait plus de recettes fiscales pour financer les programmes sociaux. Wow. Ça, c'est pris du compte ex de Dom Moret. Donc, c'est un gars qui veut quoi? Il veut plus de taxes? Oui, il veut plus de taxes. Oui, il veut plus de taxes. Plus de taxes pour les entreprises, plus de taxes pour les individus. Il veut plus de revenus que le gouvernement. Lui, il veut un plus gros gouvernement et il veut que le gouvernement investisse de plus en plus dans des patentes pour avoir... Lui, c'est la continuité. Là. Lui, c'est... Ce qu'on fait tout croche, là, lui, il en veut plus encore. C'est fou, raide. Le Parti libéral du Québec, je vois le faire. Crif! Le Parti libéral, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Le Parti libéral qui est devenu un parti interventionniste, un parti de gauche, un parti socialiste. Christophe! Le Parti libéral, là, c'est un genre de parti, on va le dire de même, là, genre centre-droit, là, si on peut dire, dans le temps, là, pro-business, puis lui, c'est très axé là, sur l'entrepreneuriat, puis tu veux dire le Québéking, puis tout ça. Là. Ouais. Mais là, lui, l'affaire, c'est qu'il veut toutes les plumer. Là. C'est ça qu'il veut faire. Là. Ah, il faut avoir plus, faut que l'économie roule plus. Pourquoi? Non. Il faut que ça roule plus pour faire rentrer du cash dans la machine. Mm-hmm. OK. Donc, c'est quoi tu veux? Là? Tu veux des entreprises esclaves de la machine. C'est ça que tu veux. C'est ça qui l'intéresse. Donc, Rodriguez va sortir aussi, possiblement aujourd'hui. Puis j'ai hâte de voir si Coderre... Pablo Rodriguez, c'est Justin Trudeau qui se déguise en Père Noël. Bon, ben compliqué, là. C'est la même affaire. Donc, si vous n'aimez pas Trudeau, là, Rodriguez, c'est Trudeau. Là. Ah ouais, c'est Trudeau avec des cheveux blancs et une barbe. C'est le Père Noël. C'est Trudeau qui parle italien. Là. Ben oui. Ben, il parle espagnol, il est argentin. Non, on a décidé qu'il était italien. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on avait décidé qu'il était italien. Oh. Il y a une petite boîte. Ben, la petite boîte à Jerry qui... on fait quasiment un 40 minutes de plus sur la version Prime. Demain, une autre boîte sur Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Lundi 13 janvier 2025. Bienvenue au Radio Pirate News. Mon nom est Jeff Fillion. En manchette. En manchette aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a créé C'est un nouveau segment. C'est parce qu'à chaque jour que je finis, on lit tellement d'affaires. Et là, je finis, puis je dis aux boys, calif, j'ai pas eu le temps de parler de ça, j'ai pas eu le temps de parler de ça, j'ai pas eu le temps de parler de ça. Parce que souvent, on dit, on parle un petit 15 minutes de ça, puis finalement, on parle pendant une demi-heure de tel ou tel sujet. Donc là, à la fin, il y en a qui sont bousculés, qui sont tassés. Donc, bienvenue au Radio Pirate News d'aujourd'hui. Ça nous donne l'occasion d'avoir un paquet de petits sujets. Peut-être même ce sont des sujets qu'on a parlé de manière plus approfondie dans Jeff Liberté. Mais on vient avec quelques petites nouvelles qui sont sorties, puis on vous donne d'autres petits commentaires là-dessus. Comme je vous donne cette nouvelle-là, qui est une des nouvelles qui va bien, parce que on vous a fait la liste des endroits qui sont en train de crisser par-dessus bord. Le fameux mouvement DEI. Qu'est-ce que c'est ça? C'est diversité, puis l'inclusion, puis tout ce que tu veux. On sait que les gouvernements sont en train de s'écrouler à travers le monde, justement après avoir embrassé cette nouvelle manière de voir les choses. C'est-à-dire que la société n'est plus maintenant bâtie alentour du mérite, mais elle est maintenant bâtie alentour de l'inclusion de toutes sortes de sous-groupes.
alors que maintenant, d'être compétent, ce n'est plus un point important. Mais je veux saluer les compagnies qui se sont joints dans les derniers jours à ce mouvement-là. On sait que Apple s'est dissocié du mouvement qui existe en ce moment. Donc, Apple a décidé de continuer à être dans le DEI, mais Amazon vient d'annoncer que c'est fini. Donc, Amazon, c'est les derniers à se joindre. Donc, ça, c'est la grosse nouvelle. Grosse affaire. Mais Meta, Facebook, terminé. Donc, on a vu le changement de cap de Mark Zuckerberg au cours des derniers mois, spécifiquement au cours des derniers jours, entre autres avec son podcast avec Joe Rogan, où il nous a annoncé un paquet d'affaires. McDo, terminé le DEI. Walmart, terminé. Boeing, terminé. Molson Coors, terminé. Lowe's, les quincailleries, terminé. Ford, terminé. Jack Daniels, terminé. Harley Davidson, c'est maintenant terminé le DEI aussi. John Deere, c'est maintenant terminé. Tractor Supply, la chaîne de magasins bien connue aux États-Unis qui est implantée partout. Toyota, Nissan, Caterpillar, etc., etc. Donc, très bizarre de voir que Apple ne fait pas partie de ce mouvement-là, eux qui ont annoncé au cours des dernières heures qu'ils n'allaient pas se retirer du mouvement en question. Donc, très bonne nouvelle. Est-ce que les gouvernements, est-ce que les universités vont embarquer dans le lot? Je pense que c'est une des choses les plus importantes à venir. Donc voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on vous dit, tu sais, il y a beaucoup à faire en 2025. Il y a beaucoup à faire. Mais regardez où on était en 2021, 2022, en pleine COVID. Regardez comment on s'est comporté, comment on a changé la société pour le pire. Mais regardez au cours des derniers mois tout ce qui est en train de virer de bord. Puis, sérieusement, on est dans une bonne lancée. On a l'impression qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Vous avez raison. On a encore des combats importants à faire. Mais sérieusement, on est en train d'en gagner plusieurs. Et il faut rester positif. 2025 commence vraiment de manière positive. Mais tout ça n'a aucun rapport avec Trump, j'imagine. Ben, écoute, comme je le disais, on a parlé un peu plus tôt pour les membres dans le Jeff Liberté, mais pour ceux qui n'y étaient pas, je veux juste répéter un peu ce que j'ai dit vite. Il y en a, c'est sûr que l'arrivée de Trump amène des gens à se questionner. Mark Zuckerberg de Facebook, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Il ne faut pas oublier que Mark Zuckerberg nous a fait des révélations quand même assez chocs au cours de ce podcast-là. Il nous a dit qu'il a eu sur le dos pendant la COVID toute la gang de Biden qui l'appelait, qui arrivait sur place. Donc, on savait déjà que le FBI s'était mêlé des différentes campagnes électorales. Mais là, ce qu'on a su, c'est que pendant la COVID, pendant l'histoire des vaccins, la gang de Biden s'en allait chez Facebook, leur donnait de la marde, sacrait après eux autres, crissait des coups de pied après le bureau, et ils ont brassé pas mal. Et la gang de geeks, là, oui, c'est quelque chose de gros, mais à la base, c'est des geeks, là, c'est des gars de Harvard, là. C'est des gars qui ont créé un site, puis c'est des gars qui ont... c'est pas nécessairement des gens qui sont là pour dealer des patentes de même avec le gouvernement. Là. À la base, c'était pas ça. Là. Et là, ben, il s'est dit, attends un peu, moi, j'ai pas ce qu'il faut pour gérer ça. Et il a été chercher des alphas. Il a été chercher des fearless leaders comme Dana White, qui a amené sur le board récemment. Et il l'a dit à Joe Rogan. Il a dit... La raison, c'est qu'on a amené Dana White, c'est qu'on sait que lui, il est capable de dire à quelqu'un, va donc chier, prends tes affaires et des crises. Ce que nous, on n'a pas. On n'est pas de même. Moi, je ne suis pas de même. Je suis un geek. Donc, assez intelligent pour voir ce qu'il est. Le move qu'il a fait est extraordinaire. Là, plusieurs doutent du move en disant, ben là, il fait ça parce que Trump est au pouvoir. Ben oui, mais my God, c'est une belle victoire, ça. Ah oui. C'est une très belle... Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver si dans 4 ans, Trump n'est plus là puis les démocrates en reviennent? Ben, il arrivera ce qui arrivera. Mais pour l'instant, c'est une superbe victoire. Et moi, j'ai adoré, excusez-moi, là, j'ai vu un paquet de bouts de cette entrevue-là. J'ai vu, je pense, 5 bouts à peu près j'ai vu à peu près 20 minutes sur tout l'entretien, mais qui étaient probablement les bouts les plus importants. Et j'ai adoré ce que j'ai vu. J'adore de voir la transformation. Et si Trump amène des gens à faire ça, ben tant mieux, je vais le faire. C'est l'inverse qui est triste. C'est de voir ceux qui se braquent puis qui essayent de rester. Tu sais, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu là, la patente, là, mais il y a une vidéo de Yves-François Blanchet. Vous allez me dire que c'est pas un gars d'affaires. Là. On est dans la politique. Là. Mais tu sais, d'aller à l'inverse et de se braquer contre Trump parce que c'est
pour pas te déplaire aux amis. Tu sais, parce que c'est sûr que Zuckerberg, en faisant ça, il y a des gens qui ne parleront plus. Là. Il y a des gens dans la communauté d'affaires, des démocrates, dans le milieu de Silicon Valley, qui vont dire « Ah ben Zuki est tombé dans le dark side ». Comme Elon Musk est tombé dans le dark side. Donc lui, il va perdre des amis. Là. Il a perdu des alliés. Mais il n'a pas eu peur de ça. Il n'a pas fait de... Tu sais, il n'a pas dit « OK, ouais, ben, 3/4 de mes amis qui sont anti-Trump vont m'envoyer un finger, puis je vais les perdre, puis on ne verra plus pour aller faire telle activité, tel souper, tel ci, tel ça. » Non, lui, il dit « Regarde, c'est là que je m'en vais. Il n'a pas eu peur de ça. » À l'inverse, beaucoup de gens d'affaires ou beaucoup de monde, des gens des médias, beaucoup de politiciens, juste pour justement garder les amis, vont essayer de se braquer contre Trump. Puis ça, ben, sérieusement, ça fait un peu insignifiant. Là. J'essaie de trouver le vidéo en question de Yves-François Blanchette qui fait un genre de... Ben, il avertit Trump. Il me semble qu'il avertit Elon Musk aussi, non? Oui, c'est ça. C'est plus Elon Musk. T'as raison. C'est plus Elon Musk. S'il me cherche, ils vont me trouver. Oui, exact. Écoutez bien, j'ai trouvé le vidéo. La probabilité que les Américains s'intéressent à moi aussi assez pour que Elon Musk m'interpelle, c'est possible, mais peu probable. Mais les enjeux actuels font que ça se pourrait. Soudainement, on parle d'indépendance du Canada, l'indépendance de Panama, l'indépendance du Groenland. Ben, si on réfléchit à l'indépendance, le Québec peut arriver dans cette réflexion-là. Si jamais Elon Musk me cherche, il va effectivement me trouver. Il va trouver son homme, pas parce que je suis plus fin ou intelligent que lui. Wow! OK. Tu sais, ben ça, c'est le côté... Ça m'inquiète plus des gens qui s'obstinent parce que du monde qui sont avec eux autres n'aiment pas Trump ou n'aiment pas Musk ou n'aiment pas... Puis eux autres s'obstinent à rester là. Ben, Zuckerberg, c'est un gars plus brillant que la moyenne. Là. Lui, il dit, regarde là maintenant, là, j'étais prêt à aller là, ça m'écœurait ce qui s'est passé. Là, on a une opportunité avec Trump. Il est allé manger avec, il est allé le voir. Puis, il a fait ce qu'il fallait. Puis, regarde, il est devenu ce qu'il est devenu. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Ah ouais, je le trosse pas bien. Il a barré un de mes textes il y a quelques années sur la COVID. Je le trosse pas bien, la gang. Hey, c'est une très belle victoire. Thumbs up. Moi, je suis content. Ça veut dire que notre groupe s'agrandit. Puis, t'as peu, là. Regardez ça, là. OK? Pensez au... restez positif. OK? Restez positif, là. Puis dites-vous que le switch est fait pour toujours. On a les médias traditionnels qui sont pour le statu quo, OK? Pour la machine, pour la censure, pour enlever le discours plus à droite, le discours pirate de droite. Ils veulent l'enlever, eux autres. Ouvertement, ils le disent, ils veulent l'enlever. OK? Les autres, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Les autres sont pour le statu quo. Mais ils sont mourants. Ils sont en train de mourir. La bonne nouvelle, c'est que chaque fois que dans le journal, il y a des gens qui quittent à 90-95, vous avez fait une belle vie, donc bravo à vous, ces gens-là ne sont pas remplacés. Donc, les médias traditionnels sont en train de mourir tranquillement et même assez rapidement. Et qui prend la place? Les ex de ce monde. Les Facebook, les TikTok, etc., etc. TikTok, on verra à partir du 19 janvier, voir ce qui arrive pour l'Amérique du Nord, en tout cas du moins pour les États-Unis, parce que les Chinois ont menacé de fermer TikTok à partir du 19 janvier si le deal n'est pas arrangé avec les Américains. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, là, t'as peu. On a Musk qui est contre la censure. On a Musk qui est pour une liberté de s'exprimer. Lui, tu sais, Musk, là, vous avez bien beau lui en vouloir, mais Musk n'en veut pas au discours de gauche, là. Il va intervenir. Il va dire que ce discours-là ici, ce discours... Lui, personnellement, il va intervenir. Mais son application ne censure à rien, là. Lui, il s'assure que le débat soit entier et que toutes les idées soient entendues. Et là, maintenant, on a le gars de Facebook qui fait la même affaire. Où il n'y a plus de bots, il n'y a plus de gens avec des pins dans le nez puis des cheveux bleus qui vont décider qu'est-ce qui est bon et pas bon, qu'est-ce qui peut être publié et pas publié. C'est la communauté qui va soit dire à quelqu'un « t'es wrong », exactement comme ça se passe depuis quelque temps sur X, commencer dans Wikipédia depuis toujours et comment ça va l'être sur Facebook. C'est une victoire extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui veulent éteindre ça, là, mais il y en a « moi je doute de lui ». Non, c'est une excellente nouvelle
Donc, très, très, très bonne nouvelle de voir ça. Hey, je change de sujet complètement parce qu'on est dans les Pirate News, et dans les Pirate News, il y a plein de sujets qui vont d'un bord et de l'autre. Je suis un peu comme Jerry. Je veux juste vous dire que les gens qui nous suivent, la semaine passée, on a parlé rapidement on a parlé de football, mais de business aussi, OK? Parce que j'ai trouvé ça très wise. Très, très, très wise. Parce que là, il y a un changement majeur qui aura un impact sur le hockey, qui aura un impact sur la Ligue junior majeure du Québec, qui aura un impact sur les jeunes Québécois ou les jeunes Canadiens qui vont vouloir aller à l'université parce que vous savez que avant au hockey, si quelqu'un jouait dans la Ligue junior majeure du Québec puis qui finissait sa carrière à 19 ans, puis qui décidait d'aller jouer pour les années qui lui restent dans la NCAA pour finir ses études, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce qu'il avait joué dans une ligue, entre guillemets, professionnelle, où il y a de l'argent qui circule, où ils ont un genre de petit montant par semaine pour payer leurs dépenses. Donc, dans les règles de la NCAA, les joueurs qui avaient joué un match dans la Ligue junior majeure du Québec ne pouvaient pas aller jouer dans la NCAA. Mais maintenant, la NCAA a de l'argent en jeu. OK? Il y a des joueurs qui sont signés avec des contrats parce qu'il y a eu un débat là-dessus. On voyait les universités faire énormément d'argent avec le football, entre autres, avec les droits de télévision, les droits d'entrée. Les coachs faisaient de l'argent, l'université faisait de l'argent, mais les joueurs, eux autres, faisaient absolument rien. Donc, il est arrivé un jugement à un moment donné, puis on dit, non, les joueurs doivent toucher à de l'argent. Il y a des joueurs qui doivent avoir des jobs. Là. Ils font de l'argent. Et ça a changé de la donne, pas à peu près. Là. Donc, pour les jeunes au hockey, ça va changer énormément les choses. La Ligue junior majeure du Québec va être chambardée par ça. Moi, je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs pour tout le monde là-dedans. Mais au football, ça a un impact incroyable. La NCAA au football, vous savez, il y a le football, il y a le basket, il y a le baseball, il y a le hockey. Le football est loin en avant. Et là, vous avez un joueur qui est le carrière des Georgia Bulldogs. OK? Les Georgia Bulldogs ne seront pas au grand match cette année. Ce ne sera pas eux qui vont être là. Parce que les Georgia Bulldogs ont eu leur carrière vedette s'est blessé en milieu de saison et ils ont été obligés de continuer avec le backup et ça n'a pas donné les résultats. Mais en principe, les Georgia Bulldogs devaient être là pour la grosse game. Les Georgia Bulldogs ont gagné en 2021 et en 2022 le championnat national. OK? Et ils ont gagné avec un carrière qui est toujours dans l'organisation. Lui, cette année, ce carrière-là, il pouvait se faire repêcher, il pouvait lâcher l'école puis dire, gars, ma dernière année de collège, je le fais pas. Puis je vais aller dans la NFL, je me fais repêcher par un club. Probablement repêcher, la rumeur disait qu'il soit 1 ou soit 2. Le carrière des Miami Hurricanes, Cam Ward, serait le premier choix au repêchage d'après plusieurs. Et lui aurait été soit 1 ou soit 2. Mais quand vous comprenez qu'on parle des 2 meilleurs joueurs, c'est 2 carrières, c'est les gars qui vont être repêchés. Le gars des Miami Hurricanes, lui, ses études collégiales sont terminées. Lui, il est du repêchage de la NFL. Il a joué son dernier match il y a quelques jours, quelques semaines. Et lui, c'est terminé. Donc, lui, ça va être peut-être le premier choix. Mais là, le gars de Georgia il est arrivé et il a dit, ouais, finalement, je vais aller faire ma dernière année de collège. Hein? Ça, avant, on ne voyait pas ça. Parce que le joueur disait, ouais, OK, donc là, je suis déjà prêt pour être repêché. Si je joue pour finir mon collège, qui me dit que j'aurai pas une blessure qui va mettre fin à ma carrière? Puis finalement, j'aurai un beau bilan de NCAA, mais j'aurai fait aucun argent avec le sport professionnel. Donc là, je perds tout. Donc, le gambling faisait que les joueurs qui étaient, OK, là, tu es prêt à être repêché là, puis les équipes te veulent, puis tu vas être un première ronde. Oublie ta dernière année, oublie tes 2 dernières années collégiales, va-t'en NFL tout de suite. C'est ce que les gars faisaient avant. Mais là, ça a changé pas près, là. Combien gagne un carrière repêché première année, même si c'est un carrière vedette? D'après l'entente qu'ils ont avec les joueurs, on va prendre le gars du Tennessee, OK? On prend le gars du Tennessee, des Titans. Le gars, lui, c'est un gars de première ronde, il fait 985 000 US. Quand même un bon salaire. Mais un gars comme Tua, qui a été repêché, un gars comme Herbert, les premières années, il ne touche pas 1 million. Donc, c'est à peu près 980 000 piastres les 2 premières années. Puis après ça, il y a
là, ils ont le droit à négocier le contrat. Puis c'est là où ils vont chercher le 25 millions par année. C'est tout dépendamment comment se déroulent les 2 premières années, mais c'est 2 ans après qu'ils vont chercher le gros cash. C'est arrivé à Tua, c'est arrivé avec Herbert, c'est arrivé avec Joe Burrow, c'est arrivé avec... Mais les 2 premières années ne sont pas payantes. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien là, le gars des Georgia Bulldogs qui a gagné 2 championnats nationaux, 2021-2022, et probablement que s'il n'avait pas été blessé cette année, il serait probablement au match national encore, là. OK? Et là, il dit, j'ai changé d'idée, je ne m'en vais pas à NFL. Je m'en vais jouer pour les Miami Hurricanes. Donc, ça va remplacer Cam Ward, qui lui sera le premier choix. Et il va faire, avec les Miami Hurricanes, 4 millions par année. What the fuck? Ça vient de changer complètement la game. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gros joueurs, les vedettes de la NCAA vont demeurer dans la NCAA jusqu'à la fin. À moins que la NFL change dans une négociation avec l'association des joueurs, ou je ne sais pas trop comment ça marche. Mais si, là, la NFL ne peut pas compétitionner contre des organisations riches, comme entre autres les Miami Hurricanes, qui ont donné 4 millions à ce carrière-là pour sa dernière année collégiale, alors que s'il s'en allait, mettons qu'il est repêché par... C'est qui va repêcher en premier cette année, Jerry? Il y a des chances que ce soit dans les pires clubs. Là. Il y a peut-être, je ne sais pas moi... Dans les pires clubs, tu as les Browns. Les Browns, les Raiders, les Pats. Les Raiders, voilà, les Pats. Les Titans. Donc, le gars, il s'en va, maintenant, il est repêché, puis il fait le club, et puis c'est Giants. lui qui a le ballon tout de suite. Ils ont même pas... Ils prennent même pas un an pour le former, ils donnent la balle. Mettons qu'il se ramasse à New York Giants, mettons. Non, qu'il se ramasse à New York Giants, il va gagner à peu près 980 000 par année. Ouais. Donc là, son avenir est quasiment assuré en jouant, s'il met l'argent de côté, pas pire. Donc, peu importe ce qui arrive par après, il fait 4 millions. Excusez-moi, il y a de gros changements. Le hockey, on en a déjà parlé. Vous savez que ça va changer beaucoup. On a glissé un mot vite tantôt. Mais il y a de gros changements qui s'en viennent. Puis ça aura peut-être un impact aussi. Tu sais, un gars comme Cole Caulfield, qui est arrivé un peu plus tôt qu'il aurait dû. Il n'a pas fini toutes ses années collégiales. Si une université donne, mettons, une coupe de millions à un joueur de hockey, style Cole Caulfield, est-ce qu'il reste plus longtemps collégial et que finalement, il arrive à 23-24 ans dans la NHL? Parce que dans la NHL, on s'entend qu'il ne gagnera pas tout de suite 2 millions ou 3 millions par année. Il faut qu'il y ait le salaire de base pour un rookie quand il rentre. Donc, est-ce que ça va changer ça au niveau du hockey aussi? Une chose est sûre, il y a un chambardement incroyable qui se fait. C'est sûr que le hockey, c'est pas le football, là, je veux dire, mais il y a quand même de l'argent, il y a quand même des arénas pleins, il y a des impacts aussi pour les grandes universités quand il y a des joueurs vedettes qui quittent pour la NHL plus tôt qu'ils pourraient quitter. Donc, c'est ça aussi, ça leur a un impact. C'est, en tout cas, moi, je trouve ça... Ah, mais je suis un partisan des Miami Hurricanes. Donc, c'est sûr que ce genre de nouvelles-là me touche plus. Puis là, il y a des joueurs qui sont... Pas des joueurs, mais il y a des partisans qui sont inquiets parce qu'ils se disent, OK, donc là, ça veut dire que les organisations plus riches vont toujours signer les joueurs vedettes et qu'il va y avoir des transferts, parce qu'on a le droit des transferts. Les joueurs peuvent transférer on vient de le voir là, partir des Georgia Bulldogs, grosse université, et s'en va pour le Miami Hurricanes. Donc, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a des transferts qui se font. Un joueur qui décide d'être dans le processus de transfert, décide de changer d'université, merci, bonsoir, goodbye, fait le switch, s'en va jouer pour... Donc là, tout le monde dit, OK, mais là, on va voir les Texas tout le temps, on va voir Miami Hurricanes, on va voir les Bulldogs, on va voir toutes les équipes qui ont de l'argent, vont se payer les plus grandes vedettes. C'était peut-être probablement déjà ça, d'une certaine manière, dans le recrutement. Il y avait peut-être déjà des affaires qui faisaient que les universités riches étaient déjà probablement avantagées. Est-ce que ça va empirer l'histoire? Peut-être. Peut-être qu'effectivement, il y a une trentaine d'universités qui vont être avantagées dans ce nouveau modèle-là. Mais, entre vous et moi, les joueurs méritaient d'aller chercher. Écoute, les millions qui étaient brassés là-dedans, c'est incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Mais c'est une belle histoire. C'est vraiment une belle affaire à suivre. C'est, écoutez, que c'est pas les organisations, que ce soit les joueurs qui fassent le cash. Je pense qu'on est tous pour ça, là. Avant, moi, je n'ai jamais compris. Ouais, mais c'est normal, il y a quelque chose de grandiose dans le collège.
les joueurs sont pas payés, ils le font pour le chandail, ils le font pour le futur, etc. Voyons, oui, OK. Si tu vendais tes billets 2$ puis que tu avais des droits de télévision de 100$, parfait. Mais là, quand tu vois que les universités font des centaines de millions puis que les joueurs sont quasiment des esclaves sur le terrain et qu'il y en a qui se scrapent pour la vie en passant, là. Il y en a qui sortent de là puis ils vont boiter jusqu'à leur mort, là. Donc, tu sais, pour enrichir l'université puis aspirer à jouer dans la NFL, ce que très peu réussissent dans la gang en passant, c'est énormément de sacrifices et beaucoup de risques qui leur donnaient absolument... ils ont des études payées. Ouais, OK, des études payées. C'est quand même déjà pas pire. Mais là, moi, je pense que justice a été rendue et les joueurs maintenant touchent au cash, ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà pour le premier Radio Pirate News. C'est pas mal ce qui va remplacer la poubelle. Plus de Radio Pirate News en version Prime. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com